Imaginez le silence. Non pas le silence paisible d'une nuit de repos, mais le silence lourd, électrique et oppressant qui précède immédiatement la foudre. Nous sommes au cœur de la nuit, à une époque où le monde retient son souffle, paralysé par une peur invisible mais omniprésente. Ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas une simulation. Nous sommes le 26 septembre 1983. La planète Terre tourne doucement dans l'obscurité de l'espace, une bille bleue fragile, habitée par des milliards d'âmes qui dorment, qui rêvent, qui aiment et qui espèrent voir le soleil se lever le lendemain. Ils ne savent pas, personne ne sait, qu'à cet instant précis, à des milliers de kilomètres de leur lit chaud, dans un bunker de béton enfoui sous les forêts d'Union soviétique, le destin de l'humanité tout entière est en train de se jouer sur un écran cathodique scintillant. Pour comprendre la gravité absolue de cette seconde, il faut d'abord comprendre l'année, 1983, l'apogée de la paranoïa. La guerre froide n'est plus froide, elle est brûlante, prête à se sublimer en une vapeur radioactive instantanée. Les relations entre les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, sont au point de rupture. Il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de dialogue, il n'y a que des calculs de trajectoire et des estimations de mégatonnes. Quelques mois plus tôt, le président américain a qualifié l'Union soviétique d'empire du mal. Quelques semaines auparavant, la chasse soviétique a abattu un avion de ligne civile coréen, persuadé qu'il s'agissait d'un avion espion, tuant des centaines de civils. La méfiance est totale. Dans les couloirs du Kremlin, des hommes vieux et terrifiés sont convaincus que l'Amérique prépare une première frappe nucléaire décapitante. Ils attendent l'attaque. Ils la guettent. Ils ont construit des machines pour la voir venir. C'est ici que notre histoire commence vraiment. Pas à Washington, pas à Moscou, mais dans un lieu secret. Un lieu qui n'existe sur aucune carte civile. Serpoukov 15. C'est un centre de commandement des forces de défense aérienne soviétiques, situé à une centaine de kilomètres de la capitale. Vu de l'extérieur, c'est une forteresse anonyme, perdue dans la brume automnale. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de couloirs froids, éclairés par des néons vacillants, où l'air sent le tabac froid, le café réchauffé et l'ozone des circuits électroniques en surchauffe. C'est le nerf optique de l'URSS. C'est ici que les données des satellites espions, le système OCO, arrivent en temps réel. Ces satellites, orbitant très haut au-dessus de la Terre sur des orbites elliptiques dites de Molniya, ont une mission unique, une obsession mécanique: fixer le sol américain, surveiller les champs de silos à missiles du Dakota du Nord et du Montana et détecter le flash thermique caractéristique d'un lancement de missiles balistiques intercontinental. Ce soir-là, l'officier de garde n'est pas censé être là. Le destin a ses ironies. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov remplace un collègue malade. Petrov n'est pas un guerrier endurci par le front, c'est un ingénieur, un analyste, un homme de science et de logique au milieu d'un système militaire rigide. Il a 44 ans, le visage marqué par la fatigue des tours de garde interminables. Il connaît la machine mieux que personne, car il a participé à sa conception. Il sait que la technologie, aussi avancée soit-elle pour l'époque, a ses failles, ses caprices. Mais ce soir, tout est calme. Les panneaux de contrôle muraux, immenses cartes du monde constellées de diodes électroluminescentes, affichent un vert rassurant. Le ronronnement des ventilateurs des ordinateurs géants M10 crée une sorte de transe hypnotique. Les opérateurs, assis en rang devant leur console, surveillent des lignes de code vert, des graphiques abstraits, dans une routine mortelle. Minuit et 14 minutes, heure de Moscou. Le calme avant la tempête. Petrov vérifie ses registres, échange quelques mots brefs avec ses subordonnés. Tout fonctionne selon les paramètres nominaux. La fiabilité du système est indiquée comme étant maximale. La plus haute cote de confiance possible. La technologie soviétique veille. Et soudain, sans le moindre avertissement, l'enfer s'invite dans la salle. Une sirène. Pas un bip discret, mais un hurlement strident, viscéral, conçu pour réveiller les morts et glacer le sang des vivants. Au-dessus de la position de commandement de Petrov, un panneau en verre rétroéclairé s'allume en rouge sang. Un seul mot, écrit en lettres cyrilliques capitales, clignote avec une violence stroboscopique. Lancement. La salle se fige. Le temps se dilate. Chaque seconde devient une éternité. Les opérateurs se tournent vers Petrov, leur visage blême sous la lumière rouge des alarmes. Sur l'écran principal, la carte du monde change. Un point lumineux vient d'apparaître sur la côte ouest des États-Unis.
Une trajectoire parabolique se dessine, s'élevant vers l'espace, traversant l'océan Arctique, pointant directement vers le cœur de l'Union soviétique. Le système informatique, ce cerveau électronique censé être infaillible, vient de rendre son verdict. Les États-Unis ont tiré un missile. L'attaque a commencé. La Troisième Guerre mondiale n'est plus une hypothèse. Elle est, selon la machine, une réalité en cours d'exécution. Petrov se lève. Son cœur bat à tout rompre contre ses côtes, mais son esprit, formé à la rigueur scientifique, tente de percer le brouillard de la panique. Le protocole est clair. Il est écrit dans des manuels épais, scellés et appris par cœur. En cas de détection de lancement, l'officier de garde doit immédiatement, sans hésitation, valider l'alerte et la transmettre à la hiérarchie supérieure. À partir de là, la chaîne de commandement est automatique. Le secrétaire général, le ministre de la Défense et le chef d'état-major recevront le signal. Ils ont les codes nucléaires. La doctrine de la destruction mutuelle assurée dicte la réponse. Si l'ennemi tire, nous tirons tout. Une riposte massive, totale, immédiate. Il n'y a pas de place pour la négociation. Mais Petrov hésite. Il regarde l'écran. Un seul missile ? Pourquoi un seul ? Cela n'a aucun sens stratégique. Si les Américains voulaient anéantir l'URSS, ils ne lanceraient pas un unique missile, risquant une riposte dévastatrice pour un gain militaire nul. Ils lanceraient une nuée, une pluie de feu pour saturer les défenses et détruire les silos soviétiques avant qu'ils ne puissent riposter. Un seul missile, c'est une piqûre d'épingle avant le coup de marteau. Ou bien, est-ce une erreur ? Petrov sent la sueur couler dans son dos. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il saisit le combiné du téléphone sécurisé. La sirène continue de hurler, un cri mécanique incessant qui brise les nerfs. Les opérateurs civils et militaires le regardent, attendant l'ordre. Ils attendent qu'il prononce les mots qui scelleront le sort de la civilisation. Fausse alerte, murmure-t-il pour lui-même, avant de le dire plus fort. Il doit convaincre sa propre peur. Il parie sur la logique contre la machine. Il signale à ses supérieurs un dysfonctionnement du système. C'est un pari colossal. Si le missile est réel, il est en train de priver son pays de précieuses minutes pour se défendre. Si le missile est réel, des millions de ses compatriotes vont mourir dans moins de 20 minutes et il sera responsable de leur impréparation. Mais si c'est une erreur et qu'il valide l'attaque, c'est lui, Stanislas Petrov, qui aura appuyé sur la gâchette qui tuera l'humanité. Le poids de cette responsabilité est écrasant, insoutenable pour un seul homme. Mais l'histoire ne lui laisse aucun répit. À peine a-t-il raccroché, à peine a-t-il tenté de calmer le jeu que la sirène redouble d'intensité. Le panneau rouge clignote de nouveau. Un deuxième missile, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. L'écran affiche maintenant 5 trajectoires distinctes, 5 ogives thermonucléaires filant à travers la stratosphère à des milliers de kilomètres par heure. Le système insiste. Le niveau de probabilité passe à 1, le maximum absolu. L'ordinateur ne suggère plus, il affirme « attaque de missile ». Ce n'est plus une anomalie isolée. Selon les capteurs, c'est une salve. Une petite salve, certes, mais une salve tout de même. Dans la salle de contrôle, la panique est palpable, physique. On peut sentir l'odeur de la peur. Certains opérateurs se lèvent, d'autres prient silencieusement. Tous les regards convergent vers Petrov, l'homme assis dans la chaise surélevée. Il est pâle comme la mort. Tout son corps lui hurle de suivre le règlement. Le règlement dit que le système ne peut pas se tromper 5 fois de suite. Le règlement dit que la technologie satellitaire est la pointe du progrès soviétique. Le règlement dit qu'il doit décrosser le téléphone rouge et hurler « attaque confirmée ». Imaginez-vous à sa place. Vous avez 44 ans. Vous avez une famille. Dehors, il fait nuit noire. Devant vous, des écrans clignotent en rouge, vous disant que la fin du monde est en route. Vous avez moins de 10 minutes pour prendre une décision irréversible. Les radars au sol, qui constituent la deuxième ligne de défense, ne peuvent détecter les missiles que lorsqu'ils franchissent l'horizon radar, c'est-à-dire quelques minutes seulement avant l'impact. C'est trop tard pour organiser une riposte coordonnée. Le système spatial OCO est le seul qui donne ce délai de 20 à 30 minutes, crucial pour lancer la contre-attaque. Si Petrov attend la confirmation des radars au sol, il sacrifie la capacité de riposte de l'Union soviétique. S'il fait confiance aux satellites et qu'il se trompe, il sacrifie le monde. Petrov fixe les données brutes. Il cherche une anomalie, un grain de sable dans l'engrenage parfait de l'apocalypse. Il se raccroche à son intuition d'ingénieur. Les ordinateurs sont bêtes, pense-t-il. Ils ne voient que des 1 et des 0. Lui, il voit le contexte. 5 missiles. Toujours seulement 5. Pourquoi 5 ? Si Reagan voulait détruire l'Empire du Mal, il enverrait 1000 Minuteman, pas 5. C'est suicidaire. C'est illogique. Mais la machine hurle le contraire. Le bruit est assourdissant. La lumière rouge inonde la pièce, transformant les visages de ses collègues en masques démoniaques.
Il reprend le téléphone. Sa main est moite sur le bakelite Tsawa. À l'autre bout du fil, la voix de l'officier supérieur est tendue, exigeante. « Quelle est votre évaluation, lieutenant-colonel » demande la voix. Le mot « évaluation » semble dérisoire. Il ne s'agit pas d'évaluer le prix du blé ou la météo. Il s'agit d'évaluer si l'espèce humaine doit cesser d'exister ce matin. Petrov ferme les yeux une seconde. Il revoit le visage de sa femme. Il imagine les villes américaines, New York, Washington, remplies de gens qui dorment, tout comme les gens de Moscou. Il sait que s'il dit « attaque », les silos s'ouvriront. Les missiles soviétiques partiront. Et en réponse, les missiles américains restants partiront. La Terre deviendra un brasier radioactif, une tombe silencieuse tournant dans le vide. « Fausse alerte », répète-t-il. Sa voix est plus ferme cette fois, mais elle est chargée d'une terreur que personne ne peut feindre. Je répète, fausse alerte, dysfonctionnement du système de détection. Il ment. Il n'a aucune preuve technique. Le système lui dit le contraire. Il parie tout sur son instinct. Il joue au poker avec le diable, et la mise est la vie de tous les êtres humains sur Terre. Les minutes qui suivent sont les plus longues de l'histoire de l'humanité, littéralement. Petrov a donné sa parole, contredisant la machine la plus sophistiquée de l'URSS. Maintenant, il doit attendre. Il doit attendre que les missiles, s'ils existent, entrent dans le champ de vision des radars terrestres. Si les radars les voient, c'est fini. Petrov sera exécuté pour trahison, mais cela n'aura aucune importance, car tout le monde mourra quelques minutes plus tard. Si les radars ne voient rien, alors Petrov aura eu raison. Mais en attendant, les missiles fantômes continuent leur course virtuelle sur l'écran géant. Ils se rapprochent de la frontière soviétique. Les minutes s'égrènent. 18 minutes avant l'impact. 15 minutes. 12 minutes. La salle est plongée dans une attente insoutenable. Personne ne parle. Seul le ronronnement des ventilateurs et le clignotement des lumières rompent le silence. Petrov est assis, immobile, une statue de pierre au milieu du chaos émotionnel. Il fume cigarette sur cigarette, l'air autour de lui devenant un nuage bleuâtre. Il regarde l'écran, priant un dieu auquel l'État soviétique ne croit pas, pour que l'écran ait tort. Il regarde les vecteurs rouges traverser l'Atlantique, inexorables. C'est une torture psychologique raffinée. Voir sa propre mort et celle de ses enfants approcher à la vitesse de 7 km par seconde, tout en ayant choisi de ne rien faire pour l'empêcher, basé sur une simple intuition. 10 minutes avant l'impact théorique. Les radars au sol devraient commencer à voir quelque chose si les missiles étaient réels. Les opérateurs radars, situés ailleurs dans le vaste territoire soviétique, scrutent leurs propres écrans. Petrov est en liaison avec eux. « Signierez-vous des cibles ?» demande-t-il, la gorge sèche. Le silence à l'autre bout de la ligne est terrifiant. Puis, la réponse arrive, grésillante dans le combiné. Négatif. Ciel clair. Aucune cible détectée. Un soulagement. Pas encore. Les missiles pourraient être furtifs. Le système OCO pourrait être plus sensible que les radars. Le doute persiste. Le compte à rebours continue sur l'écran principal. Les points lumineux franchissent la frontière virtuelle de l'URSS. Selon l'ordinateur, les ogives sont maintenant au-dessus du territoire national. L'impact est imminent. Si c'est réel, le flash aveuglant va déchirer l'horizon d'une seconde à l'autre. Petrov s'attend presque à sentir le souffle, à voir les murs de béton se vaporiser. Il s'agrippe aux accoudoirs de son siège, les jointures blanches. Mais rien ne se passe. Les secondes passent. L'heure de l'impact arrive et passe. Pas de secousse, pas de grondement lointain, pas de coupure des communications avec le commandement central. Les sirènes finissent par se taire, laissant place à un silence encore plus lourd qu'avant, mais d'une nature différente. Ce n'est plus le silence de la mort imminente, c'est le silence de l'incrédulité. Les points rouges sur l'écran continuent leur trajectoire et s'évanouissent sans causer de dommages. Ils n'étaient que des fantômes électroniques, des spectres de lumière et de code. Petrov s'effondre dans son fauteuil, trempé de sueur, comme s'il venait de courir un marathon. Il vient de sauver le monde, littéralement, sans tirer un coup de feu, sans prononcer un discours héroïque, simplement en disant non à une machine, en refusant de croire aveuglément à la technologie. Il regarde ses mains, elles tremblent violemment maintenant. Il réalise à quel point ils sont passés près, à une validation près, à un autre officier près. Si un militaire de carrière, un homme plus rigide, moins analytique, avait été de garde ce soir-là, il aurait suivi le protocole. Il aurait fait confiance à l'ordinateur. Et à cet instant précis,
nous ne serions que des cendres dispersées par les vents radioactifs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que la tragédie personnelle de Petrov commence. Dans les jours qui suivent, une enquête est ouverte. On ne félicite pas Petrov pour avoir sauvé le monde. On le questionne, on le suspecte. Pourquoi n'a-t-il pas tout noté dans le journal de bord au moment même de l'incident? Pourquoi a-t-il enfreint le protocole de communication? Le système soviétique ne peut pas admettre qu'il a failli déclencher l'apocalypse à cause d'un bug. Ce serait admettre une faiblesse impardonnable face à l'ennemi américain. Les ingénieurs découvrent la cause de l'erreur, une conjonction astronomique rare. Le Soleil, la Terre et les satellites Molniya s'étaient alignés d'une telle manière que la lumière du Soleil s'était reflétée sur des nuages de haute altitude et les capteurs infrarouges du satellite avaient interprété ces reflets comme la signature thermique des moteurs de missiles Minuteman au décollage. C'était donc ça. La fin de l'humanité a failli être causée par un rayon de soleil sur un nuage. La fragilité de notre existence est exposée dans toute sa terrifiante absurdité. Nous avons construit des armes capables de détruire la planète 10 fois. Et nous les avons confiées à des systèmes qui peuvent confondre un nuage avec une guerre nucléaire. Et au milieu de cette folie, un seul homme, un lieutenant-colonel fatigué dans un bunker qui sent le café rance, a dû prendre la décision que personne ne devrait jamais avoir à prendre. Petrov n'est pas récompensé. Il est réprimandé pour ne pas avoir rempli ses papiers correctement pendant la crise. On l'écarte doucement. On l'oublie. Le secret est gardé pendant des années. Le monde continue de tourner, ignorant qu'il a failli s'arrêter cette nuit de septembre 1983. Les gens vont au travail, les enfants vont à l'école, les amoureux se marient, sans savoir qu'ils doivent chaque seconde de leur vie future à la désobéissance d'un homme. Stanislav Petrov quitte l'armée, amer, brisé par le stress, vivant dans un petit appartement modeste, hanté par les fantômes de ces 5 missiles qui n'existaient pas, mais qui étaient pourtant si réels sur son écran. Ce n'est que des décennies plus tard, après la chute de l'Union soviétique, que l'histoire émerge des archives poussiéreuses. Le monde découvre alors avec horreur à quel point la marge de sécurité était mince. On réalise que la dissuasion nucléaire ne repose pas sur la technologie, mais sur la psychologie humaine, sur la capacité d'un être humain à douter, à hésiter. La machine ne doute pas, l'algorithme ne connaît pas la peur, ni la pitié, ni l'intuition. Si l'automatisation avait été totale ce soir-là, si l'homme avait été retiré de la boucle comme le préconisaient certains stratèges, la guerre aurait eu lieu. Dans le bunker souterrain de Serpoukov 15, les sirènes d'alarme hurlent. Sur l'écran principal, un mot clignote en rouge sang. Lancement. Le système informatique, fleuron de la défense soviétique, affirme avec une certitude mathématique que 5 missiles balistiques intercontinentaux foncent vers l'URSS. Le protocole est rigide et sans équivoque. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov doit immédiatement informer ses supérieurs pour déclencher la riposte nucléaire. Il a le téléphone en main, le destin de la planète au bout des doigts. Pourtant, il hésite. Son instinct d'homme se révolte contre la logique froide de la machine. Pourquoi les Américains déclencheraient-ils l'apocalypse avec seulement 5 missiles ? Une véritable attaque surprise serait massive, un déluge de feu pour anéantir toute capacité de réponse. La tension dans la salle est insoutenable. Les regards des opérateurs sont braqués sur lui. Petrov prend alors la décision la plus solitaire du XXe siècle. Il signale une fausse alerte au quartier général. Il parie la survie de sa patrie et celle du monde entier sur une intuition. 20 minutes s'écoulent, lourdes comme des siècles. Ils attendent l'impact. Si Petrov s'est trompé, ils seront vaporisés dans l'instant. Mais le radar terrestre reste silencieux. Aucune explosion ne déchire l'horizon. C'était une erreur. Un simple alignement du soleil sur les nuages, mal interprété par les capteurs du satellite. Petrov ne fut pas félicité pour avoir sauvé le monde. Il fut réprimandé pour n'avoir pas suivi les procédures écrites. L'incident de 1983 nous rappelle brutalement que la technologie la plus avancée reste faillible. Nous avons construit des arsenaux capables de détruire la Terre 10 fois, mais nous avons oublié que la seule véritable sécurité réside dans le jugement humain. Ce soir-là, le monde fut sauvé par l'hésitation d'un homme, non par sa certitude.